Salut à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro du débriefing F1 sur motorstv.com. À titre personnel, eh bien, je suis rentré de vacances, ravi de vous retrouver, ravi de te retrouver Jean-Luc. Salut les Ah bon, tu es rentré de vacances, c'est une très bonne nouvelle mesdames et messieurs. Salut à tous. Avec comme d'habitude la réponse à quelques questions qui sont sur le forum de motorstv.com. Et là nous allons parler de l'avant Grand Prix d'Italie bien sûr, puisque nous serons à Monza le week-end prochain. Alors, j'ai envie de te poser tout de suite une première question, allons droit dans le vif du sujet. Après-demain, puisque nous enregistrons cette émission, lundi on vous dit tout. Après-demain, Ferrari est convoqué devant le Conseil mondial de la FIA, suite évidemment à l'affaire des consignes d'équipe du Grand Prix d'Allemagne. Est-ce qu'à quelques jours du Grand Prix d'Italie à Monza, fief de Ferrari bien sûr, il y a quelque chose à craindre pour Ferrari devant ce Conseil mondial? Non, à mon avis. Je me doutais que tu allais me dire ça. Je serais extrêmement surpris effectivement que, pas seulement parce qu'on est à 2 jours naturellement du Grand Prix de Monza, emblématique s'il en est dans le temple de la vitesse, avec des tribunes rouges, rosso, etc. Je ne peux pas imaginer qu'on massacre Ferrari. Alors maintenant, ils ont déjà pris une pénalité, on s'en souvient, de 100 000 $. On leur a dit c'est pas bien, qu'on leur impose peut-être une période probatoire en disant attention jusqu'à la fin de la saison, on va vous garder à l'œil. Si jamais il se passe quelque chose, naturellement il ne se passera rien. Moi, je m'engage, je ne pense pas qu'il soit sanctionné plus avant. Maintenant, on va mettre tout le monde en garde et on va dire on veut pas de ces pratiques-là. Maintenant, je crois que ça n'évitera pas, comme on l'avait évoqué précédemment dans ce débriefing F1, que l'on mette en place une réglementation, j'allais dire, réaliste, cohérente, adulte sur la question, puisque les consignes d'équipe existent et existeront toujours. Voilà. D'un strict point de vue sportif, après le Grand Prix de Belgique, tu sais donc comme nous que Hamilton est en tête avec 3 points sur Weber et qu'un mini break est fait, j'ai envie de dire. Vettel à 31 points, Button à 35, Alonso à 41. Alors, Rechef te pose la question sur le forum donc de motorstv.com. Est-ce que ce Grand Prix d'Italie va représenter la dernière chance pour Vettel, Button et Alonso? Peut-être pas la dernière quand même, dans la mesure où il reste donc 6 Grands Prix, le calcul est très vite fait, 150 points attribués pour le vainqueur, c'est pas parce qu'on a une trentaine de points d'avance, c'est-à-dire une victoire et une 6e place, 7e place, que les dés sont joués. Il suffirait malheureusement pour eux que soit Hamilton, soit Weber enregistrent un résultat nul et que l'un des 3 que tu viens de citer remporte la victoire pour que ça y est, l'écart soit comblé. Donc il est beaucoup trop tôt pour dire que, bon, c'est râpé, entre guillemets. Maintenant, il vaut toujours mieux avoir ces 30 points d'avance et gérer intelligemment, ce que d'ailleurs Weber a fait d'une certaine manière à son corps défendant, puisqu'on rappelle son départ totalement raté en Belgique où il avait fait le boulot en signant la pole position, mais il ne s'est pas affolé, il a dit bon maintenant c'est 0 faute, la faute je l'ai commise au départ, et il y avait un petit problème technique, je le rappelle quand même, apparemment l'antisto, le système de calage de moteur qui était un petit peu en panne, qui l'a perturbé. Bon, en tout état de cause, il a géré intelligemment, il prend in extremis, parce que Kubica fait cette petite erreur dans les stands, les points de la 2e place, royal, je veux dire il ne perd que 7 points sur Hamilton, qui lui souffle, tu viens de le dire, le leadership, mais il reste dans le coup, ça c'est finement joué. À propos du départ de Spa, tiens, c'est Montesquieu qui revient sur cette question. L'esprit des lois. Voilà. Et on a tous donc entendu parler de cette histoire assez incroyable. Massa, et les images le prouvent, Massa s'est mal positionné sur son emplacement de départ à Spa et il mord au-delà de la petite ligne blanche, de pratiquement un bon mètre, moi je dirais. Bon. Facile. Alors, on l'a pas vu. Ni le starter, ni le préposé au drapeau qui est pourtant à 3 mètres de la voiture. Bon, ça c'est un petit peu embêtant. Les capteurs n'ont pas enregistré un départ anticipé de Massa. Bon, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire ? Alors, je crois qu'on ne peut plus rien faire, et tant mieux, quelque part. Parce que si on commence à rejuger les situations dans le passé, il y a un certain nombre de titres de champion du monde, si tu vois ce que je veux dire, qu'il va falloir réattribuer à d'autres. Donc on ne peut pas revenir indéfiniment en arrière. Donc les dés sont joués, sont jetés, c'est normal. On a entériné donc, le classement de cette épreuve, et on a laissé, je crois que c'est 2-3 heures après le Grand Prix, pour les éventuelles réclamations ou remarques. Bon, ce qui est très étonnant, c'est quand même... Alors que j'allais dire, Charlie Whiting, le directeur de course, ne l'ait pas vu, peut-être parce que le plan de départ, c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre, avec cette espèce de caméra Luma qui vient... Bon, on voit pas très bien. Maintenant, lui, il est sur place, il est au-dessus du stand, et puis surtout, il y a des commissaires de ligne. Logiquement, et il y en a un, sur cette vidéo amateur, on le voit très bien, le commissaire de ligne belge qui se trouve là en face, aurait dû signaler la mauvaise position de Massa. Est-ce qu'il n'a pas osé? Est-ce qu'il a je me demande, est-ce qu'il s'est dit, est-ce que j'ai le droit de le dire? En tout cas, c'est une faute. C'est clair que ça aurait dû lui valoir à minima un drive-through, très probablement, ou une pénalité. Maintenant, si on regarde également les images, ça ne l'a pas
avantagé considérablement au moment du départ, puisque Massa vire au 5e rang, je crois, dans la premier virage à l'épingle de la source. Bon, il part 6, Weber se loupe. On va dire qu'il n'a pas tiré bénéfice de l'opération, mais c'est surtout réglementairement qu'on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, c'est pareil, je pense qu'on va lui dire pour la forme, attention, il ne faut plus le faire. Voilà. Ice JD s'interroge sur le tracé du Grand Prix des USA qui a été révélé, le Grand Prix qui aura lieu l'an prochain à Austin, Texas. Bon, déjà, ça avait été un peu étonnant de savoir que ça aurait lieu là, mais enfin, maintenant, c'est sûr. Alors, on a découvert ce tracé, et tu as vu, il y a une élévation assez marquée au départ. Donc, le départ, on montera et on redescendra. Ça a l'air sympa à ce niveau-là, non? Alors, est-ce que Spa, on sait qu'il y a la descente, mais il a fait des émules avec ce fameux raidillon qui est l'objet, évidemment, de beaucoup d'éloges de la part des pilotes. Alors, il y a un virage à gauche, je crois, puis après, on redescend. C'est un peu les montagnes russes. Voilà. Il y a un autre point haut, et puis ça redescend. On a aussi voulu recréer Maggots et Beckett de Silverstone. C'est plutôt sympa. Moi, je trouve ça plutôt... De toute façon, l'Istanbul, le triple gauche, qui viendra un triple droit, même si j'ai peur qu'on n'y soit pas très vite, mais enfin bon. Faudra attendre les premières simulations vraiment, et puis les pilotes, la venue des pilotes. Alors je ne sais pas quel est exactement le niveau du dénivelé entre le point haut, j'allais dire, et le point bas. C'est pas mal. Donc à mon avis, déjà, il y aura une très belle visibilité pour les spectateurs là-haut. Ça fera une espèce de cirque, on aime bien l'américaine avec le circuit en bas, et peut-être pour les caméras là-haut, on pourra suivre l'ensemble. Écoute, c'est plutôt sympa. Moi, j'allais dire, Hermann Tilke, là, pour le coup, c'est un petit peu défoncé, à chercher l'originalité. Moi, je trouve ça absolument génial. En plus, un départ en montée, alors ça c'est gros, c'est lourd, parce qu'effectivement, pour les pilotes, si jamais on rate son élan, il va y avoir double ou triple peine, parce que non seulement on s'élancera mal, mais les autres qui sont bien partis vont évidemment faire beaucoup mieux. Alors, on va voir à l'avenir, surtout que, je ne sais pas si on va en dire un mot, mais nouvelle réglementation avec peut-être retour des moteurs turbo, petits moteurs, etc. Oui, alors, on parle du turbo, on parle de retour de l'effet de sol, pour 2013, attention. 2013, alors c'est vrai qu'on discute énormément en ce moment entre les gens de la FOTA pour essayer de trouver les bonnes solutions. On serait sur un moteur, on vous l'a déjà dit dans ce débriefing, un moteur 4 cylindres, 1,6 litre de cylindrée, turbo, donc avec un système de récupération d'énergie. Sa simulation des puissances de l'ordre de 650 chevaux à peu près, et surtout avec un rendement énergétique qui serait nettement meilleur. Donc voilà vers quoi on se dirige, et ce qui devrait avoir évidemment l'aval de tous les motoristes, etc. Mais bon, en fixant les choses au moins 2 ans avant, ça va permettre de travailler. Surtout que, qu'est-ce que c'est en gros qu'un 4 cylindres de 1,6 litre, c'est un demi V8 de 3 litres, 3 litres 2, donc il y a quand même des similitudes, on sait bien, sur le plan en tout cas de la conception d'un cylindre, parce qu'on travaille d'abord sur un cylindre et après on multiplie le nombre de cylindres. Voilà. Bon, il va falloir voir un petit peu ce que ça donne, mais on l'a dit et également je le redis ici, moi je trouve très bien qu'on introduise malgré tout, sans céder là aussi aux sirènes du moment, mais des notions de non-pollution et de rendement énergétique, ça me paraît pas mal. Voilà. Allez, dernière question Jean-Luc, qui va gagner le Grand Prix d'Italie? Écoute, alors pour le coup, je disais, je pense qu'Hamilton a des grosses chances. Alors, pas seulement parce qu'il a gagné, mais on sait que la McLaren Mercedes a tous les atouts. Elle a un moteur puissant, elle a de la longe, elle a le F-duct extrêmement performant depuis le début. Elle a un pilote qui est là vraiment sur une trajectoire ascendante, qui est confiant, qui est sûr de lui, qui démontre son talent, qui commet peu d'erreurs. Alors on va me dire, et les Red Bull, et notamment évidemment celle de Weber. Oui, mais alors je les sens moins dominatrices peut-être sur ce type de tracé. Attention, alors peut-être à Button, en fonction également du management des pneumatiques. Alors on sait que Monza, traditionnellement également, c'est le circuit, le Grand Prix le plus court. Ah, ça c'est en général, c'est 1h20. Je dirais même 1h15. Même 1h15, parce que des moyennes de l'ordre de 245, 248 km/h, avec en plus des pilotes une nouvelle fois solidement équipés, le temple de la vitesse. Pour moi, là c'est ça la course automobile, et vraiment les tribunes rouges, là ça va être, et Alonso qui va être évidemment poussé. Bon, traditionnellement les Ferrari marchent très très fort à Monza, j'imagine qu'elles vont marcher fort aussi, mais alors attention là, Fernando, il faudra éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Et puis Felipe, il faudra s'arrêter au bon endroit sur la grille. Voilà. Cette fin de saison, quand tu as Spa, Monza, même Singapour maintenant que je rajoute, qui est quand même bon, et puis Suzuka et Interlagos à venir, ça va être rien n'est joué, c'est pour ça, même s'il y a 30 points, il faut encore attendre au moins 2 grands prix pour voir se dessiner peut-être les grandes forces de la fin de saison. C'est pas joué. Bon, en tout cas, ce grand prix, vous le suivrez sur motorcv.com.
au Bien live sûr. text, hein, grâce à nos amis de F1-direct.com. Vous avez aussi le choix d'aller l'écouter à la radio, n'est-ce On pas? peut faire les deux. Mais en tout état de cause, on se retrouve lundi prochain C'est clair. pour un nouveau numéro du Debriefing F1. Avec Et là, on plaisir. dira donc on parlera de tout ce qui se sera passé à Monza. Salut Jean-Luc, bonne Salut semaine à Leslie. vous. Salut. Au revoir.